Tous. Bonjour à tous et merci d'être présents. Merci de votre attention. Nous allons donc poursuivre ensemble pour cette table ronde consacrée à l'environnement et aux technologies. Une articulation qui n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Vous avez tous vu, je pense, ces images à Sainte-Soline d'affrontements entre, d'un côté, des militants écolos, plus ou moins radicaux, certainement plus que moins, et de l'autre, donc, affrontant l'État, avec chacun une position très tranchée, les premiers estimant que les fameuses bassines étaient néfastes pour l'environnement, et les seconds la jugeant nécessaire, pour ne pas dire progressiste. Ces tensions ne sont pas nouvelles. Ces tensions autour de l'environnement ne sont pas nées cette année. Vous vous souvenez peut-être de Cresmes-Melville, 1977, et cet enseignant tué dans des affrontements contre le nucléaire. Dans ce contexte, on va s'interroger un petit peu sur la place de la science, comment justement la technologie peut servir la science, est-ce qu'elle la sert ou est-ce qu'elle l'en éloigne d'ailleurs? Est-ce que les écolos modernistes, selon lesquels la technologie permet justement de pallier aux défauts, aux problèmes de la croissance, est-ce qu'ils ont raison? Ou alors est-ce qu'ils se bâtissent un mythe? Et est-ce que la sobriété et la décroissance doivent être aujourd'hui analysées comme des gros mots, si je puis dire? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont des notions indispensables si on veut penser la biodiversité, l'environnement? Autant d'axes de réflexion que nous allons interroger, qui s'imposent aujourd'hui dans le débat public. Je vous présente donc mes deux spécialistes avec moi, avec qui nous allons discuter pendant une bonne heure. Ensuite, la place sera donnée aux questions. Manoëlle Lepoutre, vous êtes administratrice indépendante, membre de l'Académie des technologies. Vous avez été aussi directrice du développement durable chez Total Énergie, et puis également directrice de la recherche et du développement, toujours au sein de Total Énergie. Françoise Gail, merci aussi d'être parmi nous. Vous êtes conseillère scientifique CNRS, spécialiste des océans. Vous avez été aussi, il me semble, une des premières à explorer certains fonds marins, que ce soit avec les Américains ou avec les Français. Je vous propose d'introduire un peu, de vous aider à introduire, si je puis dire, votre propos liminaire, avec une question qui sera la même pour toutes les deux. Les technologies, qui sont aussi les nouvelles technologies, est-ce que vous estimez, s'il fallait généraliser, que leur impact sur l'environnement est plutôt positif ou plutôt négatif, de manière globale? Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui. Et je voulais remercier la revue parlementaire et la mairie de nous avoir invités. Bon, c'est une question énorme que vous venez de poser, et donc je pense que je vais pouvoir y répondre, mais de façon certainement fragmentaire. Je pense que quand on parle d'environnement, en fait, c'est quelque chose qui est encore très peu partagé. On a l'impression qu'on sait de quoi on parle, mais est-ce que c'est du climat? Est-ce que c'est de la biodiversité? Est-ce que c'est de la pollution? Je pense que par rapport à ça, en fait, le rapport de Brundtland sur le développement durable l'a identifié depuis les années 2000, disons, de façon assez claire, mais toujours comme émergent et en deçà de tout ce qui est économique d'abord et social ensuite. Donc l'environnement aujourd'hui, c'est quelque chose qui émerge et qui nous permet aussi de nous replacer dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, nous vivions dans un monde où nous nous adaptions aux conditions dans lesquelles nous nous trouvions. Nous avions à nous battre sur un certain nombre de terrains. Nous avions le développement des technologies qui nous permettaient d'évoluer, qui était un gage de progrès pour nos sociétés.
Et puis est arrivé le moment où on s'est aperçu que ce que nous avions produit avec tout ce que nous avions fait auparavant avait des conséquences. Et que ces conséquences, elles n'étaient pas seulement dans notre jardin, mais qu'elles étaient absolument planétaires. Et ça, cette prise de conscience de cette interaction entre nos actions, notre histoire et l'évolution de l'habitat dans lequel nous sommes, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit nous interroger sur notre avenir, parce que c'est ce qui va conditionner notre survie à la surface de la Terre. Alors je ne dis pas survie demain, mais c'est pour nos générations futures, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont trouver à cet égard. Et alors c'est vrai que ça cristallise aussi les énergies et que les conflits s'en trouvent quelquefois exacerbés. Je ne pense pas forcément qu'il faille parler des bassines comme quelque chose qui soit le paradigme de l'environnement aujourd'hui. C'est un des éléments de l'environnement, mais ça n'est pas l'ensemble de la polysémie de ce qui concerne les aspects environnementaux dont nous devons nous soucier. Je pense que c'est cette question surtout de la durabilité dans laquelle nous nous trouvons et de l'habitabilité de la planète qui est en face de nous et que nous devons prendre en compte. Et à cet égard, les différentes tables rondes que nous avons eues montrent bien que nous sommes devant une question qui d'abord doit tenir compte de la connaissance que nous avons de l'environnement. Et cette connaissance de l'environnement, elle peut être celle des savoir-faire, des savoir-être, de différentes cultures, mais elle est aussi scientifique. Et je pense que cette discipline scientifique qu'est l'écologie, qui a eu du mal à émerger, parce que tout simplement la notion même d'écologie, qui est une discipline scientifique, a été tout de suite taguée par le mouvement politique. Et aujourd'hui, on a tendance encore à confondre les deux aspects. Je pense que la discipline scientifique de l'écologie concerne tout ce qui est interaction du vivant avec son environnement. Et c'est cette notion d'interactivité, de complexité, que nous devons prendre en compte. Toutes les discussions que nous avons eues avec la dernière table ronde, pour moi, en fait, sont liées à cette histoire de complexité. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément du toujours plus. Ce n'est pas forcément de l'adéquation avec l'outil qu'on va trouver. C'est le problème de la connexion qu'il y a entre les différentes questions qui émanent de différents acteurs et qui doivent être traitées ensemble. C'est pour ça que je pense que l'Europe est intéressante pour les questions d'environnement aujourd'hui, parce qu'elle doit être traitée à un niveau qui est d'une sphère beaucoup plus importante, continentale, disons. Voilà. Merci. Manuel Lepoutre, même question. Quel regard vous portez sur les nouvelles technologies et la manière dont elles interfèrent avec l'environnement? Alors merci, je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit Françoise, même si je suis complètement en ligne avec elle. Et d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque parce que on parle rarement de technologie. Alors là, on en parle et sous l'angle numérique, puisque c'est la révolution, je dirais, actuelle, alors qu'on baigne complètement dedans. Et moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on en est de plus en plus dépendant, d'une certaine manière, et qu'on ne cherche pas à comprendre. On est soit technophile, soit technophobe, en fait, en gros, hein, encore une fois, très polarisé. Donc, et c'est un peu la même chose que sur l'environnement, finalement. On vivait dedans sans complètement le comprendre, et donc comprendre les impacts qu'on peut avoir dessus, et puis les liens qui nous lient à l'environnement, qui sont quand même une question. Moi, j'ai entendu, il y a quelques années, certes, des patrons d'entreprises me dire « mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain, et pas les petites fleurs ». Alors que l'humain et les petites fleurs, pour caricaturer, sont complètement liés. Alors pour en revenir à votre question sur le numérique, c'est pareil, je pense qu'on ne peut pas avoir une vision
vous répondre comme ça de manière globale et qu'il faut avoir un minimum de discernement. On peut prendre des exemples très concrets. On a parlé énormément de nouvelles technologies. Bon, bien sûr, les nouvelles technologies, digitales en tout cas, peuvent être un apport extrêmement important sur l'efficacité des usages de ressources naturelles. Je vais prendre des exemples très simples. Le premier, c'est l'optimisation d'un itinéraire pour une livraison qui utilise aujourd'hui l'intelligence, enfin l'IA, dont on a beaucoup parlé, mais aussi l'Internet des objets, pour optimiser les trajets en fonction de l'heure demandée, du lieu de production ou de stockage, des contraintes variées de la circulation, etc. Et du coup, l'objectif, c'est bien sûr d'optimiser le temps, mais aussi l'énergie utilisée. Donc on voit bien l'intérêt et l'impact sur l'environnement. Bon, c'est pareil pour les flux de gestion des données alimentaires, qui peuvent éviter le gaspillage. Et vous savez tous que le gaspillage alimentaire est quand même une énorme source de pollution, si l'on considère que la pollution, c'est aussi la prise inutile de ressources naturelles sur notre environnement naturel. Après, donc voilà 2 exemples positifs. Maintenant, il ne faut pas nier. Il est très clair que l'utilisation des technologies numériques est, d'une part, émettrice de gaz à effet de serre et donc a un impact sur le changement climatique. C'est 10% globalement. C'est moins en France, une fois de plus, parce qu'on a une énergie relativement très décarbonée par rapport à d'autres grâce au nucléaire, entre autres. Mais en gros, ce n'est pas seulement l'utilisation du numérique, l'envoi du mail. Alors on a tous reçu, on sait en gros que stocker ses mails, ne pas nettoyer ses boîtes, etc. C'est important, mais c'est 20%. Le reste, c'est quand même dans la fabrication des outils numériques. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que de la fabrication des outils numériques, l'électrification que toute cette évolution de technologie demande implique du stockage, implique par exemple des batteries, et ont nécessairement un impact sur la nature parce qu'on va prélever des métaux rares dans des endroits qui sont quelquefois aussi concentrés que ce que le pétrole et le gaz, avec exactement les mêmes problématiques sur lesquelles on ne se pose pas forcément les questions. Donc mon propos, il tient en quelques points, en 4 points. Le premier point, c'est de dire oui, la technologie, alors je sors du domaine strictement numérique, la technologie, d'une part, elle répond à des enjeux extrêmement importants de recherche de bien-être, de communication, de réflexion, de culture, mais elle a un impact sur l'environnement. Il faut le reconnaître, il faut l'analyser, j'y reviendrai. Je prends les moteurs à combustion. Ils ont eu un impact énorme sur notre facilité à avoir accès à d'autres, à de l'information, à des ressources, etc. Voilà. Mais ils ont un impact négatif puisque la combustion génère du gaz à effet de serre qui, quand s'accumulant dans l'atmosphère, etc., etc. Voilà. Je pourrais citer l'agriculture intensive, absolument indispensable pour nourrir les 9 milliards et peut-être 10 bientôt d'habitants. OK, on a réussi, grâce à la mécanisation, grâce aux engrais, etc., à augmenter l'intensité, mais on reconnaît aujourd'hui, gaz à effet de serre d'un côté, et aussi, quelquefois, aussi appauvrissement des sols par une utilisation probablement trop importante sans réflexion globale. Donc la deuxième chose, c'est de dire toute innovation aujourd'hui qui n'intègre pas ces connaissances qu'on a sur l'environnement, tout le long de la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis le départ de la conception jusqu'à sa fin de vie, voire sa recyclabilité, des impacts qu'elle a sur l'environnement, mais aussi sur l'humain, aujourd'hui n'est pas acceptable, parce qu'elle aura elle aura des impacts sur l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons, grâce à la technologie, ce coup-ci, les moyens de mesure dont parlait Françoise. C'est-à-dire que sans mesure, on ne peut pas progresser. Et la technologie permet d'une part d'améliorer la connaissance, donc la science écologique. Je pense que Françoise a plein d'exemples illustratifs là-dessus. On a travaillé dans le passé sur certains sujets communs, d'ailleurs. Et donc, va permettre de progresser aussi sur les impacts qui n'étaient pas prévus qu'ont les technologies utilisées les 30, 40 dernières années sur l'environnement. Aujourd'hui, la technologie aide chaque citoyen
à mieux consommer, normalement. Vous avez les plateformes de partage qui sont sorties grâce aux écologies, mais les personnes qui inventent les plateformes de partage, la personne qui invente Blablacar, par exemple, elle a cette idée de partage au sein de son innovation. Elle n'a pas que l'idée, elle a aussi l'idée du rapport financier, enfin de l'économie qu'elle va pouvoir faire, de la façon dont elle va pouvoir s'enrichir, hein, je pense que c'est clair, mais au centre, c'est quand même l'économie de partage. Donc on voit déjà un switch par rapport à la façon dont innover dans le passé. Après, bien évidemment, dans l'industrie, c'est les capteurs, l'intelligence artificielle qui aide à gérer cette masse énorme de données, qui a aidé les ingénieurs à mesurer l'impact de leurs installations industrielles sur l'environnement et à le minimiser. Alors ils ont été très motivés parce qu'en même temps, au départ, ça leur permettait d'économiser des coûts. Les usines, l'industrie a fait le plus gros effort en efficacité énergétique par rapport à sa production, bien plus que dans des tas de domaines, dont le domaine des bâtiments, de la ville, parce qu'il y avait une notion d'économie de coûts derrière. Faut pas, bon, ça allait dans le même sens. Tout ne va pas toujours dans le même sens. Sauf qu'aujourd'hui, l'innovation en entreprise, elle se fait avec des concepts de éco-design, éco-innovation, qui intègrent toute la chaîne de valeur, sous la pression de la société, du régulateur, certes, mais aussi sous le moteur de ses salariés, de ses patrons. Il ne faut pas non plus imaginer que vous avez d'un côté des patrons qui cherchent à équilibrer économiquement ou gagner de l'argent, et de l'autre côté, la société qui... Et donc, je pense que toute innovation n'est pas progrès, et pour que l'innovation soit progrès, il faut qu'elle corresponde à des valeurs, à un sens, à une connaissance minimale, voire pointue, des impacts de ce que l'on fait, et que dans ce cadre-là, elle doit progresser, elle doit intégrer de plus en plus de choses. C'est ce qui se passe, peut-être pas assez vite. Alors maintenant, attention, je pense, parce que notamment en France, avec les histoires du principe de précaution qui n'ont pas toujours été bien compris d'ailleurs, on ne peut pas vouloir innover et se dire que ça va se faire avec zéro risque. Ça n'a jamais existé et ça n'existera pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire innovons et prenons tous les risques. Donc je pense que l'évolution se fera que s'il y a un partage aussi et une transparence entre les innovateurs, bon, je vais faire un raccourci, les industriels qui innovent, et la société, dès le début de l'innovation et de sa mise sur le marché, avec un contrôle régulier de ce qui se fait sur du développement, et pas des développements de masse, comme on a entendu dire hier, je crois, en Chine. Je peux prendre des exemples des bassines, même si je ne suis absolument pas une spécialiste des bassines, puisque moi, mon domaine, c'est l'énergie. Il me semble naïvement que de se lancer dans un méga programme avec plusieurs dizaines de bassines, il aurait peut-être été plus sain d'aller plus vite, mais de commencer par une ou deux bassines, d'analyser les contraintes qu'il fallait mettre sur les agriculteurs, sur les autres parties prenantes, de regarder les impacts, et puis de continuer. On aurait peut-être été... et de faire comprendre à la société, parce que ce manque de compréhension, ce manque de transparence des différents acteurs de la société, peut-être entre eux, fait qu'on crée des technophobes qui ont la parole, par opposition à des technophiles, c'est-à-dire ceux de la high-tech, qui pensent que toute innovation doit être mise sur le marché si elle trouve un marché. Donc pour moi, entre technophobes et technophiles, je pense que la responsabilité, c'est vraiment d'y aller pas à pas, mais rapidement, c'est-à-dire faire les premiers pas avec des risques contrôlés. Alors, votre propos introductif à chacune nous renvoie à une différence qui est essentielle, et je me tourne vers vous, Françoise Gail, c'est-à-dire la différence entre la science et la technique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, moi je pense la chose suivante, c'est-à-dire que la science est là pour comprendre les phénomènes. Mais pour comprendre ces phénomènes, il faut qu'elle s'appuie sur des outils et que
la technique ou la technologie va lui permettre de comprendre ces phénomènes. Mais en plus de ça, les outils dont elle se sert peuvent avoir une autonomie et un devenir qui va bien au-delà de ce pourquoi, au départ, ils ont été identifiés. Par exemple, je pense à un exemple dans l'océan, qui est donc mon terrain préféré. On est en train de développer tout ce qui est outils de génétique. Donc, la génétique, au départ, est devenue la génomique. Ça veut dire quoi? C'est les gènes. Hein. C'est-à-dire être capable de... Maintenant, vous savez tout avec le Covid. L'ADN, on sait maintenant le séquencer facilement. Ça ne coûte plus rien, c'est cheap. Et donc, en fait, les gens comme moi qui étaient naturalistes, c'est-à-dire c'était des taxonomistes, j'ai fait ma thèse au Muséum national d'histoire naturelle, et on disséquait les bestioles, on les décrivait dans leur forme pour essayer d'identifier à quelles espèces elles appartenaient, etc. Aujourd'hui, mais on n'a plus besoin de faire tout ça. On peut très bien prendre une goutte d'eau, séquencer tout ce qu'il y a dans la goutte d'eau, et demain on saura qui est là, qui est passé, qui est venu, avec qui, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, simplement par ça. C'est-à-dire que cette explosion de technologie et d'une puissance, mais absolument inimaginable, on parle de l'IA, moi je trouve que dans le monde vivant, là, ce que je vois dans le marin, c'est quelque chose qui est ébouriffant, complètement ébouriffant. Et les choses qu'on va trouver avec ça vont permettre, mais peut-être on n'a même pas idée de ce à quoi ça va servir. Mais ça peut être aussi dans les supermarchés, par exemple, de savoir qui a piqué quelque chose 15 jours après, ou simplement en ayant l'ADN de ces petits doigts qui sont passés. Donc ça, je pense en ce sens-là que bon, la compréhension des phénomènes est le socle et la finalité de la science, mais la technologie a une autonomie et une puissance qui, pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, nécessite aussi la réflexion sur sa maîtrise et sur, je dirais, la co-construction des moyens et des usages qu'on va en faire. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, la question fondamentale par rapport à la technologie, qu'elle ne nous dépasse pas, qu'on ne soit pas en retard, mais qu'au co-construire les modalités de son usage. Il n'y a rien de plus difficile, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Merci. Manuel Lepoutre, vous m'avez expliqué lors de la préparation de cette table ronde qu'on ne disait plus progrès aujourd'hui, mais innovation. Et d'ailleurs, vous l'avez répété dans votre propos introductif, on a considéré que toute innovation est un progrès. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette confusion, justement, avec quelques exemples, éventuellement? Oui. Ah, je vais essayer. Oui, pour moi, peut-être c'est un peu caricatural, mais le progrès, c'est l'amélioration de la condition humaine. C'est ce à quoi, normalement, nous aspirons tous et depuis des siècles. Et donc, ce progrès est apporté grâce à la connaissance de notre monde, donc les sciences, grâce aux technologies qui peuvent finalement, qui aident l'homme à agir sur son milieu pour faciliter des choses ou corriger des choses, voilà, la médecine, etc. Et puis le politique. Puisque le politique au sens large, dans le vrai sens du mot, hein, qui lui, et on a entendu des exposés absolument super sur ce sujet-là, qui lui, par les valeurs, le droit, la réglementation, dit bon, bah, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Et ça, c'est le sens qu'avait le progrès et qui a pris vraiment sa valeur pour notre civilisation au siècle des Lumières, où on parlait de progrès. Ça ne venait pas à l'esprit des gens que les innovations n'apportaient pas de progrès, même s'il devait y avoir des technophobes à l'époque. Mais on n'en parle pas trop, quoi, je pense. Quoique, il y en avait si. L'innovation, en fait, c'est juste une nouvelle production, une façon différente, un produit nouveau qui n'existait pas avant et qui trouve un marché. C'est ça, hein, c'est Schumpeter. Or, et donc derrière, il n'y a pas d'idée de progrès. Et on peut constater quand même qu'aujourd'hui, dans les textes politiques, on parle d'innovation, mais on ne parle plus de progrès. Et pour moi, c'est se voiler la face.
parce que même, d'abord, il serait quand même extrêmement important de réintroduire cette notion de progrès en tant que impact sur l'humain et donc sur l'environnement, indirectement, puisqu'on est complètement lié à ça, dans toute innovation. C'est d'ailleurs ce qui est progressivement imposé aux entreprises quand, à Bruxelles ou à l'ONU définit ces 17 objectifs du développement durable. Et puis, il y a le Global Compact, qui est une émanation de l'ONU, qui est dédié au business privé, aux entreprises, qui lui-même s'empare des ODD, Objectifs du développement durable. Et les entreprises essaient de montrer, alors pour des tas de raisons, ça peut être des raisons pures de communication, qu'elles vont contribuer à ces objectifs de développement durable. Donc là, c'est la société, c'est le désir de paraître qui commence à orienter les entreprises vers ça. Or, il y a des entreprises qui, aujourd'hui, sont passées à des stades complètement différents et ont intégré dans leur stratégie l'impact, le net zéro dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, introduisent une feuille de route, par exemple, climatique, dans leur stratégie, ce qui implique qu'elles vont, par exemple, pour une entreprise énergétique, abandonner peut-être progressivement ou directement le charbon si elles peuvent le faire, si elles ne se suicident pas instantanément. Donc, mais dans un temps donné, c'est bien le mot feuille de route, peu à peu diminuer leur empreinte carbone, celle de leurs clients, et investir dans des énergies, par exemple, c'est une mode énergétique qui est moins impactante. Donc il y a bien une notion de temps. Alors, moi, je pense aussi qu'un progrès à un moment peut, avec les connaissances scientifiques, s'avérer un non-progrès global. Je vais prendre un exemple assez clivant, qui est l'amiante. Au moment où les chimistes, les ingénieurs matériaux ont démontré des capacités formidables de l'amiante en tant que, pour protéger, isoler, protéger de la chaleur, comme produit non conducteur, etc., ça a été un progrès fantastique et on en a mis partout. Quelques années après, dramatique pour la santé. Donc, est-ce que l'amiante a été un progrès puisqu'elle a permis quand même d'être plus efficace en énergie ou pas, ou est-ce que c'est un désastre puisqu'elle a tué une partie d'une génération qui travaillait sur ces sujets-là? Eh bien, à un temps T, on dit oui, c'est un progrès, mais ici, les industriels, les États ne mettent pas à jour en permanence ce qui existe sur le marché ou les nouvelles innovations à l'œil de la science, qu'elle soit globale ou locale, eh bien, il y a des erreurs qui sont faites énormes. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas été un peu trop compliquée, mais il y a innovation et progrès. Toute innovation devrait être regardée à l'aune du progrès et devrait être en permanence analysée sous cet angle-là et réactualisée en fonction des connaissances scientifiques pour s'assurer que c'est un progrès. Parce que finalement, il y a des connaissances, mais ne serait-ce que les gaz à effet de serre. Avant le rapport Winchester, personne ne savait que ça allait gaz à effet de serre et on n'aurait jamais imaginé que le moteur à combustion allait poser autant de problèmes à l'humanité. Moi, je voulais juste réagir sur ce que tu dis, parce que je pense que la différence aujourd'hui, c'est que l'amiante ne serait plus possible. Parce qu'on a augmenté nos connaissances. Voilà. Mmh. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute innovation se doit de passer au filtre d'un certain type d'analyse qui tient compte des conséquences sur l'environnement. Donc, en ce sens-là, c'est un progrès. D'accord, d'accord. Françoise Cail, en 1981, vous vous êtes invitée par les États-Unis à participer à l'une des premières missions américaines d'exploration dans le Pacifique. 10 ans plus tôt, vous participiez aux premières campagnes de découverte dans le golfe de Gascogne. Comment s'articuler à l'époque technique et science? Parce que c'est grâce justement à la technique que ces explorations étaient possibles. Est-ce que la technique déjà pouvait représenter un risque? Est-ce qu'on s'en méfiait? Quel regard on portait là-dessus? Oui, alors à ce moment-là,
En fait, en France, la manière dont on fonctionnait pour étudier la biodiversité dans les grands fonds, c'était très primitif, disons. C'était comme les pêcheurs. On avait des râteaux, on avait des dragues, et on raclait le fond et on ramenait ça sur le pont. Et puis, on les analysait, on les disséquait, on les regardait, ça. On les mettait dans le formol. Bon, c'était la vie, comme ça. Ça allait bien avec le Muséum national d'histoire naturelle, hein, c'est-à-dire, bon, très passéiste. Et puis, alors, quand j'ai été invitée aux États-Unis, c'est vrai que ça a été pour moi une découverte d'un autre monde, le Nouveau Monde, hein. C'est-à-dire une débauche de navires. Les navires coûtent très cher. Pour vous donner une idée, par exemple, 15 jours d'une campagne océanographique, c'est 1 million d'euros. Donc, on partait pour 1 mois et demi, donc c'était quand même quelque chose de costaud. Et donc là, il y avait 3 bateaux, donc des bouches de bateaux, un hélicoptère, tous les médias du monde. Et ça devenait, la connaissance donc en question était mise en scène. C'était vraiment une scénographie. Et j'ai trouvé ça, moi, absolument extraordinaire parce que justement, ça reposait sur une nouvelle technologie qui était la technologie sous-marine et la possibilité d'avoir des sous-marins de poche qui pouvaient descendre de façon autonome pour aller non seulement récolter, mais regarder aussi ce qui se passait au fond. Et ça, en ce sens-là, pour moi, ces technologies-là, je me suis dit, mais voilà, voilà ce qui a un sens par rapport à si on veut comprendre un certain nombre de phénomènes. En fait, c'était assez extraordinaire parce qu'on est parti d'une théorie, on croyait tout connaître dans le profond, c'est-à-dire dans le profond, il n'y a pratiquement rien, c'est un désert. Tout ce qu'il y a, c'est petit, c'est tout petit, et c'est blanc, c'est dépigmenté, il n'y a pas de couleur. Et quand on a pu descendre avec un sous-marin, le long des dorsales océaniques, on y est allé le long de ces dorsales océaniques parce que c'était une manière de tester ce qu'on appelait la théorie de la dérive des continents d'Alfred Wegener. C'est-à-dire, c'est là, tous les océans ont une dorsale, et c'est le lieu de formation du plancher océanique. Vous avez le magma qui remonte, qui se solidifie parce qu'il fait très froid à 2000, 3000, 4000 mètres de profondeur. Et puis, se solidifiant, il forme des plaques qui s'écartent. Et ces plaques retournent vers le magma quand il se déplace vers les continents et retourne vers le magma dans les zones, ce qu'on appelle de subduction. Donc, ça fait un tapis roulant comme ça. Et ce long de ces dorsales, vous avez des environnements, ce qu'on appelle extrêmes. Extrême parce que le fluide qui remonte du magma est extrêmement chaud, 400 degrés. 400 degrés, c'est énorme. La vie ne peut pas, en principe, vivre à 400 degrés. De toute façon, 400 degrés, en principe, il n'y a pas d'eau. Eh bien si. Parce que dans ces profondeurs, non seulement on est à 400 degrés, mais on a 260 ou 250 atmosphères. Donc, en fait, la pression fait que l'eau ne bout pas. Et autour de ces zones-là, vous avez des animaux qui sont résistants à des températures de près de 80 degrés. Vous avez des animaux qui sont géants, plus grands que moi, qui sont des tubes dans lesquels on voit des animaux rouges vifs, grâce à l'hémoglobine qu'ils ont. C'est-à-dire, en fait, un paysage complètement fou qui détonnait avec la théorie de Sanders, qui disait, dans le profond, avec tous ces animaux tout petits, moches, etc., là, en fait, rien ne se passe, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de catastrophe, c'est très loin de tous les aléas de l'atmosphère, du changement climatique, etc. Et donc, toutes les potentialités évolutives sont possibles. Il y a une très grande biodiversité, mais ils n'ont pas à manger, donc ils sont tout petits. Et là, venant dans ces zones de dorsale, on trouvait tout l'inverse.
à savoir la plus grande découverte du XXe siècle. Hein. Des animaux géants, colorés, très peu d'espèces, mais des espèces absolument adaptées exactement à la physico-chimique de l'environnement. Et c'est ces animaux-là qui ont après permis d'avoir une idée de qu'est-ce que ça signifie l'adaptation. Vous vous rendez compte par exemple que ces écosystèmes sont les lieux où on a des conditions qui seront celles de la fin du siècle si le changement climatique continuait sans avoir aucune action de notre part. C'est-à-dire qu'un pH absolument acide, entre 1 et 4, anoxique, entre 10% et 20% de ce qu'on connaît habituellement, une température élevée, une concentration sulfurique de pollution pas possible, enfin toute condition qui, a priori, ne devrait pas faciliter le développement de la vie. Or, le vivant, écoutez, c'est bien ça, le vivant est capable de tout, et même de s'adapter aux conditions les plus extrêmes. Et je trouve que ça, c'est un message quand même sur lequel on peut avoir un certain nombre d'espoirs, enfin, on peut avoir un grand espoir pour l'avenir. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est les technologies qui s'en sont suivies, qui ne sont pas forcément connues parce qu'elles ont toutes été brevetées. Mais si vous regardez aujourd'hui toutes les séquences qu'il y a dans les bases de données, qui reposent sur soit des séquences publiques, soit des bouts de séquences qui sont brevetés, eh bien, 90% de ces séquences viennent des sources hydrothermales profondes. Et la manière dont on peut les exploiter aujourd'hui représente un capital absolument incroyable et en évolution. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que les résultats qu'on a trouvés dans les 20 dernières années, disons, n'ont jamais eu d'application a priori visible, sinon en ce moment elles commencent à apparaître. Parce que justement elles ont trouvé un marché et que les choses peuvent être énoncées, diffusées, dites et reproduites. Nos sociétés ont une fausse idée d'abondance, d'infini. Pendant très longtemps, la société était reposée sur l'idée justement de pénurie. Et puis, avec notamment la découverte des énergies fossiles, on a basculé dans des sociétés d'abondance, où tout est illimité. Est-ce que, Manuel Lepoutre, les technologies n'ont pas tendance aujourd'hui à changer notre rapport à la finitude ? Alors oui et non. En fait, deux choses. C'est vrai que les technologies... on raccourcit des distances. Et donc le monde s'est rétréci finalement, en relatif et en perception. Donc, oui, le monde s'est rétréci. Pour beaucoup de choses d'ailleurs, c'est comme un petit village maintenant. Mais en même temps, vous avez raison, ce qui est loin des yeux directs n'est pas connu et souvent, on n'a pas très envie de le connaître. Et donc... on en oublie le fait qu'on est complètement dépendant des ressources naturelles. Donc, à la fois, les distances sont courtes, et à la fois, cet emballement de consommation, puisque la technologie consomme des ressources naturelles, on part des ressources naturelles, on transforme et on met à disposition de l'homme pour faciliter des choses, améliorer des choses. Je reviens à ça. Eh bien, on en oublie l'origine. Donc,